Alors, Fleur et Thibaut, d'abord les amis, ensuite des coproducteurs, ensuite des producteurs, des directeurs de théâtre. ATA, Atelier Théâtre Actuel, c'est une histoire de famille. C'est qui Fleur et Thibaut? Alors, tu as raison, c'est une histoire de famille, puisque c'est mon père qui a créé cette société il y a plus de 50 ans maintenant, avec un associé. Et on a repris, donc à la base c'est une société de on va dire plus de diffusion que de production, donc c'est une société qui a vraiment été, qui est venue un peu bouleverser le paysage théâtral au niveau des tournées. On a notre administrateur qui arrive, tu peux passer. Et donc, et qui a pris en fait un peu le pouvoir au niveau des tournées en France, puisque mon père et son associé ont imposé en fait une nouvelle manière de vendre les spectacles en France, qui était de vendre un spectacle clé en main à toutes les villes de France. Pardon, juste quand tu dis clé en main, ça veut dire exactement? Ça veut dire que c'est un spectacle, ça veut dire que ils arrivaient avec les spectacles dans les villes, avec les comédiens, les techniciens, le décor, le camion, un espèce de prêt à faire, prêt à jouer. Et puis la ville n'avait que à mettre ses techniciens à disposition du spectacle. Nous, on arrivait avec tout le matériel, tout ce qu'il fallait, les contrats signés, tout, et on leur vendait le spectacle donc clé en main. On jouait et puis après on repartait de ville en ville. Il y a 50 ans, tu étais déjà là? J'étais là, je Voilà. me souviens. J'ai un très bon chirurgien esthétique. Et donc ils ont développé ça et ils sont devenus des grands tourneurs en France. Et nous, avec Thibaut, nous sommes arrivés il y a 20 ans. 20 ans. 20 ans pile. Voilà, Enfin, un peu plus maintenant. 20 ans. Et pour la faire courte, on est arrivés, nous, avec une autre manière de faire. On a utilisé tout ce qu'ils nous avaient appris et on a apporté la production vraiment au sein de la société. On est devenus des producteurs et tourneurs. Alors qu'avant, c'était plutôt des tourneurs-producteurs avec quelques parts de production dans les spectacles. Et maintenant, on est vraiment producteurs-tourneurs. Donc Ouais. cousine, cousin. Ouais, tout à fait. Et comment c'est de travailler en famille? C'est génial. Oui. Ouais, vraiment, en toute honnêteté, c'est travailler dans la confiance, c'est travailler dans l'intimité, c'est travailler dans l'écoute, dans le débat, mais en sachant qu'on est unis par des liens de sang qui font que... alors bien sûr, on pourrait dire Oui, moi ça- qui ça- sais, mais en fait, nous, non, il n'y a pas ça. Il y a Ouais. vraiment une confiance. Alors bien sûr, il y a des moments où on n'est pas d'accord, il y a des moments où on débat, il y a des moments... enfin, on s'énerve jamais d'ailleurs, mais il y a des moments où on peut avoir des discussions, tu vois, ardentes sur certains projets. Mais en tout cas, je pense que pour faire comme pour moi, on a ce sentiment qu'on sera toujours ensemble. Donc en fait, il n'y a pas ce truc d'un associé qui peut tout d'un coup avoir des intérêts différents. Donc voilà, c'est chouette. Ça a été super aussi de travailler avec Jean-Claude, qui est donc mon oncle, le père de Fleur, et voilà, et qui nous a à la fois transmis des choses, et puis qui nous a passé la main. Il y a eu des petits moments forcément de friction, mais en tout cas, voilà, ça s'est fait assez naturellement, et c'est très très bien de faire ça comme ça. On ne sait pas si nous, on le transmettra à nos enfants ou pas, ou si ça sera autre chose, mais en tout cas, pour l'instant, nous, on vit des grands moments, et ce qui est super, c'est que c'est même plus dans les moments où ça va mal qu'on se rend compte à quel point c'est important de travailler en famille. Parce qu'il y a quelque chose d'au-delà qui fait qu'on se soutient. Et souvent, d'ailleurs, on se dit avec Fleur, dans des moments où on pourrait se dire « Ah, c'est trop dur des moments décourageants. Et en fait, le fait que, en tout cas, pour moi, c'est un moteur de savoir qu'il y a Fleur. Je me dis, même quand moi je suis découragé, je le fais parce qu'il y a Fleur. Voilà. Et on s'en est parlé, et je pense que c'est un sentiment mutuel, et c'est quelque chose d'important. Voilà. Ah ouais, on est à deux, on est fort en fait, et on est vraiment, c'est puissant. Oui, c'est précieux. Ouais, très précieux. Ouais. Quand on dit production, vous avez déjà un théâtre maintenant, vous avez un théâtre à Avignon aussi. Ouais. Qu'est-ce que c'est, si on doit résumer un tout petit peu pour produire un spectacle, ayant un théâtre, ayant la diffusion,
comment on produit. Juste un truc, je voulais pas mais pour compléter ce que disait Fleur, pour que ce soit bien clair pour les gens, c'est vrai que la tournée telle que ça a été conçu justement par Jean-Claude à l'époque, ce clé en main, faisait que c'était de la reproduction. Il y en a certains qui pouvaient dire prestataires de services, mais en fait on avait les théâtres privés parisiens qui produisaient, et il y avait les tourneurs qui s'associaient avec des théâtres privés pour être le partenaire, exploiter les spectacles en tournée, mais en les vendant clé en main à des municipalités qui ont de l'argent pour les acheter. D'où le fameux prix de cession. Les municipalités, et c'est important parce que pour la suite on va en parler, les municipalités ont commencé dans les années 70-80 à avoir des budgets culturels pour acheter des spectacles, donc clé en main, et eux-mêmes les présenter à leurs administrés, à leurs concitoyens. Et donc voilà, il y avait des tourneurs, il y avait des producteurs. Et ce que Fleur a dit, quand nous on est arrivés à une époque où il a fallu un peu transformer ce modèle, et on s'est dit, si on veut continuer à exister et si on veut faire en sorte de renouveler un petit peu le métier, il faut que nous maintenant on devienne producteurs. Donc prendre les risques de la création, ce que ne faisait pas une société de tournée en amont. Et puis c'était un désir de notre part aussi, un vrai désir d'être au début de l'aventure des spectacles. Mais c'est vrai qu'en amont, les sociétés de tournée ne faisaient que reprendre des spectacles qui étaient déjà créés. Nous, on a amené à Atelier Théâtre Actuel la création. Et donc, pour répondre à ta question, la création, elle est encore plus simple quand tu as des salles. Parce que créer sans salle, c'est compliqué. Au cinéma, un producteur peut avoir un projet, de l'argent, des financements, il crée son film et après il le vend pour qu'il soit diffusé. Au théâtre, si tu n'as pas de lieu, tu ne peux pas être diffusé. Donc tu as beau avoir la bonne idée, les bons acteurs, le bon metteur en scène, le bon auteur, l'argent, tu n'as pas de lieu, tu n'as pas de lieu. Donc on a fait ça pendant quand même une bonne dizaine d'années, d'aller chercher des salles pour produire nos spectacles. Et on s'est dit, il faut absolument qu'on ait des salles, parce que ce sera plus facile. Et on l'a vécu d'ailleurs ensemble avec les Cavaliers, que personne ne voulait. On allait voir tous les directeurs de salles d'Avignon, ah non, les Cavaliers, Kessel, Eric Bouvron, machin. Et le fait d'avoir nous notre salle, on s'est dit, allez, on programme les Cavaliers. Personne, notre salle à Avignon, parce que tu n'as pas précisé qu'on avait mais c'était déjà... une salle à Avignon. Mais d'avoir cet côté autonome avec votre propre... Exactement. Et c'est ce qui a fait que les Cavaliers, c'est devenu le spectacle, le grand succès qu'on connaît. Et peut-être que si on n'avait pas eu de salle, peut-être les Cavaliers n'auraient jamais été programmés nulle part parce que voilà, et c'est la volonté en fait d'un producteur mais qui a une salle. Et donc les salles, enfin la salle d'Avignon et maintenant la salle parisienne nous donnent la liberté de pouvoir produire les spectacles qu'on a envie de produire et de montrer au public. En fait, c'est le point de départ de tout. Si t'as pas la salle, c'est beaucoup plus compliqué. C'est vrai qu'on en avait marre de devoir prendre notre bâton de pèlerin, aller convaincre les salles de prendre nos spectacles, alors que nous, on y croyait et qu'on était, voilà, on avait envie de les développer. Et on a eu cette occasion à Avignon d'acheter ce lieu qui n'était pas une salle de théâtre, dont on a fait une salle de théâtre, et qui nous a permis de choisir ce qu'on allait faire et ce qu'on allait montrer au public. Aujourd'hui, ça a changé beaucoup, ce système de clé en main avec les salles, la diffusion, les tournées? Alors, ça n'a pas encore changé beaucoup, mais c'est en train de changer. Donc, effectivement, pour dire, avant ce système clé en main, donc il y avait les fameux tournées Karsinti, Herbert et Karsinti. C'était quoi ça? Alors, c'était des tourneurs qui, eux, justement, produisaient dans les villes. Parce qu'à l'époque, les villes n'avaient pas les moyens d'acheter des spectacles. Enfin, c'était pas comme ça. Il y avait des salles dans les villes. Et Herbert et Karsinti, ils arrivaient avec le spectacle. Ils louaient la salle, ou je ne sais même pas s'ils louaient, mais en tout cas ils arrivaient dans la salle et ils produisaient et ils espéraient ils faisaient venir le public et leur recette venait de l'argent des billets vendus. D'accord. Voilà. Et puis avec ce nouveau système dont on a parlé tout à l'heure, ça a changé. Or aujourd'hui la difficulté c'est que la France n'a plus d'argent, donc les municipalités sont obligées de serrer leur budget, les collectivités territoriales resserrent de partout, et une des premières choses sur lesquelles malheureusement ils resserrent, c'est la culture. Donc ils diminuent tous les budgets culturels, donc les villes ont de moins en moins d'argent à un moment donné où il y a eu de plus en plus de spectacles.
parce qu'en France, on a cette liberté de création qui fait que tout le monde a envie de créer des spectacles et c'est fantastique. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de spectacles et il y a de moins en moins d'argent dans les villes. Donc forcément, il y a un truc qui ne se fait plus. Et on en arrive petit à petit à des villes qui nous disent « on n'a plus d'argent, si vous voulez produire chez nous, allez-y, on fait une co-réalisation, on vous laisse la salle. » Voilà. Sauf que ces villes-là ont habitué les gens à des tarifs très 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 bas, parce que c'était les politiques culturelles des villes pendant des décennies, de dire on amène la culture et un spectacle qui coûte peut-être 45 € à Paris, nous on va vous le proposer à 15 €. Donc les gens se sont habitués dans leur ville à avoir des super spectacles pour pas cher. Et donc si nous maintenant on arrive en produisant tout seul, on prend des énormes risques parce que les gens ne sont pas habitués à payer ce que ça coûte réellement. Et on en est là, voilà. On en est à ce moment de bascule où on voit bien qu'en région, il y a de moins en moins d'argent et que ça va être de plus en plus difficile de diffuser les spectacles en région. Et surtout les spectacles qui ne sont pas des spectacles consensuels avec tête d'affiche, comédie, parce qu'il y a en plus une espèce de censure du monde politique. Dès que ça aborde des thèmes forts, que ce soit la religion, que ce soit l'homosexualité, que ce soit le féminisme, que ce soit... tous les thèmes qui peuvent susciter des débats, ça leur fait peur. Et donc ils vont plutôt aller vers la comédie facile, consensuelle, politiquement correcte. Voilà. Donc c'est pas une période évidente qu'on est en train de vivre pour la tournée, ni pour le monde de la culture de manière générale. On ne sait pas comment ça va évoluer. Ce qui est certain, c'est qu'on va beaucoup à y laisser des plumes, parce que voilà, il y a plus assez d'argent pour satisfaire toute la création qui existe en France. Alors à ce moment-là, est-ce que, en tant que producteur, est-ce que vous vous sentez tiré pour faire des spectacles plus dans le comédie parce que c'est plus accessible, pour satisfaire les villes? Est-ce que vous... Non, alors, je te dirais un peu les deux, mon capitaine. On essaye de ne pas censurer. On ne veut pas censurer. Ouais. Il est hors de question qu'on censure. Je pense que tous les deux, on est vraiment des gens de théâtre et passionnés par ce qu'on fait. Et on a envie, nous, de raconter des histoires et on n'aime pas raconter des choses insipides. Et c'est vraiment pas notre ligne directrice. Donc, oui, on peut se dire qu'on peut faire une comédie, mais ce sera toujours une comédie intelligente. On va jamais faire du lourdingue, je dirais, c'est vraiment pas notre truc. Et on veut pas censurer, donc on continue à défendre des sujets profonds et intéressants. Voilà. Je dirais aussi pour compléter que Fleur a tout à fait raison, mais maintenant on est obligé de réfléchir par région, par lieu. En fait, avant, il y avait une espèce de règles comme ça. On produisait les spectacles à Paris. Si ça faisait un succès, ça faisait une belle tournée. Peu importe le thème, peu importe ce que ça racontait. Voilà, un succès parisien, il y avait une belle tournée derrière. Un succès avignonnais, il y avait une belle tournée derrière. Aujourd'hui, on peut faire un succès à Paris et faire 0 date de tournée. On peut faire un énorme succès à Avignon et aussi avoir du mal à le remonter à Paris et à faire des tournées. Et il peut y avoir des spectacles qui font des énormes tournées qui ne vont jamais jouer à Paris ni à Avignon. Parce que les publics sont différents. Pourquoi ils sont différents ? Parce que c'est la médiatisation aujourd'hui des biens culturels. Les gens qui sont en région regardent un peu plus la télé que les gens qui sont à Paris, et à la télé on leur montre pas ce qui se passe à Paris parce que la télé estime que le théâtre c'est pas forcément quelque chose de très médiatique, donc on va leur montrer les one-man shows, on va leur montrer les grosses têtes d'affiche qui font du cinéma, et donc le public en région va vouloir aller voir les one-man shows qu'il a vu chez Arthur le vendredi soir à la télé. Ça, il va payer sa place. Par contre, la super pièce parisienne sans tête d'affiche qui cartonne à Paris parce que le thème est super et parce que les Parisiens, justement, ont cette habitude de sortir au théâtre pour voir des choses intelligentes ou qui les divertissent, ils n'en ont pas du tout entendu parler en province. Donc, même si la pièce cartonne, ils se disent c'est quoi en fait ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Donc voilà, faut bien réfléchir aujourd'hui à ce qu'on va produire en province, ce qu'on va produire à Paris, ce qu'on va produire à Avignon. Et c'est pas forcément la même chose. Il y a très peu de pièces maintenant qui font le trait d'union. Sauf quand tout d'un coup tu as 4 Molières et que ça te donne une exposition plus importante. Mais il y a un spectacle par an qui a 4 Molières. Mais sur les sujets, on ne se censure pas.
C'est ça qui est très important. Et en fait, je pense que si, on en parle souvent, si on devait formater nos productions en fonction vraiment de l'attente des spectateurs et effectivement aller vers cette facilité de comédie très, très facile, je dirais, je ne vais pas dire autrement, on ne saurait pas faire, je crois, en fait. C'est pas notre ADN. C'est pas notre ADN et la manière dont on monte nos productions, c'est vrai on a quand même cette antichambre d'Avignon qui nous permet de tester les spectacles. Et quand on les présente à Paris, ils ont déjà eu une vie avant d'arriver à Paris. Donc ils ont déjà pris un élan avec de la presse, avec du bouche à oreille, etc. Donc ils ont déjà commencé à se créer une identité. Et après, on les emmène à Paris. Et à Paris, on espère qu'ils montent. Et on espère qu'effectivement, ils auront des Molières, qu'ils vont avoir encore une autre presse nationale, de la télé, etc. Et c'est comme ça qu'après, on les diffuse. Donc on n'arrive pas avec du rien non plus. Non. Mais on ne veut pas censurer. Et on ne saurait pas faire si on devait faire des trucs un peu lourdingues, j'avoue. Et puis on n'en a pas envie. Et ça amène à un truc, justement, c'est intéressant que tu fasses ce documentaire, parce qu'il y a une chose, moi, il me semble, dont on parle jamais. Les gens se disent, les producteurs, même les acteurs disent, les producteurs, ils sont là pour gagner de l'argent, pour que ce soit rentable. Évidemment, une production privée, il faut que ce soit rentable. Sinon, notre entreprise, elle ferme. Mais il y a deux façons de voir les choses. On peut se dire, il y a des producteurs, et c'est pas péjoratif quand je dis ça, qui disent, moi, mon but, c'est de faire de l'argent. Donc, je vais faire des spectacles avec des têtes d'affiche, des trucs populaires. Et je ne regarde pas le contenu. Je veux juste des choses qui vont remplir des salles. Nous, on n'est pas du tout là-dedans. Si on faisait ça, on est clair, on arrêterait le métier. On ne sait pas le faire et puis on n'aimerait pas. À ce moment-là, autant faire un autre métier. Nous, on a des coups de cœur sur des textes ou en tout cas sur des lectures où on se dit ça, c'est important. On a envie de le défendre. Alors, il faut qu'on cherche quand même qu'il y ait un petit argument commercial, que ce soit populaire, ouvert au plus grand nombre en tout cas. Mais il faut que ça nous plaise. Et donc, on part sur des projets qui ne sont pas commerciaux à la base. Et donc, on cherche les moyens de les rendre commerciaux. On cherche les financements, on cherche des appuis, on cherche des coproducteurs, on cherche comment mettre un coup de projecteur sur ces spectacles qui, à la base, ne sont pas connus. Quand on démarre Les Cavaliers, quand on démarre Les Chatouilles, quand on démarre Hoffmann ou Puring ou Oublie-moi, personne ne connaît ces acteurs, personne ne connaît ces spectacles, et donc c'est que notre force, notre énergie, notre passion qui va permettre de les développer. Et en fait, vraiment, c'est ça que je tiens à dire aujourd'hui, on fait des miracles. Et les gens se disent à chaque fois, oh ouais, c'est les producteurs, c'est facile, machin, nanana. Non, je peux vous dire que c'est très, très, très difficile. Ce qui est facile, plus facile, c'est de se dire, allez, on prend un texte un peu connu, on fait art, on met 3 personnes connues dans art et on le produit. C'est très bien que ça existe, je suis pas contre. Mais ça, c'est peu risqué. Quand on monte des textes inconnus, contemporains, d'auteurs inconnus, avec des metteurs en scène pas connus, avec des acteurs pas connus, c'est très difficile. Et d'ailleurs, tous les producteurs anglais qu'on a croisés nous disent, mais en fait, vous êtes dingues, les Français, nous on fait jamais ça. Nous, à Londres, on ne fait que des choses, on reprend des films connus, des livres connus, des personnages connus, et on en fait des comédies musicales, et ça attire les gens. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, comment attirer, quand on démarre un spectacle comme Dolores, qui est le spectacle qu'on fait actuellement, qui, au départ, va dire, tiens, spontanément, je vais aller voir Dolores avec je sais pas qui. Et en fait, les gens viennent parce qu'ils se disent, tiens, la programmation du Théâtre La Bruyère, d'Atelier Théâtre Actuel, depuis des années, on la suit. Et donc, on va venir voir. Donc, c'est tout ce travail-là de défrichage qui, à un moment donné, est payant. Et parce que les gens se disent, tiens, on suit le travail de ces producteurs qui nous ont amené des spectacles intéressants, différents. Et voilà. Mais c'est hyper dur. Voilà. Et vraiment, je veux insister là-dessus parce que comme on a eu des succès, c'est génial et on est très content, on a eu beaucoup de Molières avec des spectacles et donc les gens disent ouais, tout va bien pour eux, c'est génial, c'est facile. Non, chaque production a été super difficile, tout le temps. Tout le temps, ça a été pas facile de mener à bout tous ces projets-là et c'est pas pour se lancer des fleurs, mais pour une fois qu'on peut parler, il faut le dire. Parce que c'est agaçant souvent de voir des gens qui disent « Oh non, c'est facile pour eux, ils ont les Molières. » Non, et puis c'est un gros travail d'investissement parce qu'on ne fait pas juste prendre un texte et puis le mettre sur scène, c'est pas ça. C'est que dès le départ, on lit les textes, on voit, on intervient dans les textes, mais toujours de manière, je dirais, constructive.
parce que on a ce recul de voir qu'un texte, parfois, quand on le lit, il est un peu brut, mais on voit qu'il a du potentiel et qu'il peut aller beaucoup plus haut. Et qu'il y a des endroits qui sont à retravailler, qui sont à pousser, à des choses à couper. Et on fait ce travail dès le départ avec l'auteur. On est très très investi vraiment tout le temps sur beaucoup de spectacles, majoritairement. Et après, on construit avec, enfin tu le sais, sur tous les spectacles, on construit ensemble et on échange des visions. Et c'est vrai que sur le processus même de création, une fois que les répétitions ont commencé, on n'intervient pas, on intervient plutôt dans la dernière ligne droite, où tout le monde a tellement la tête sous l'eau et tellement impliqué qu'on arrive avec un regard extérieur. Et puis on va aussi dire attention, là, et on est vraiment dans cette construction de A à Z, que ce soit du texte, au casting, au scénographe, au costume, vraiment partout, on est en parfaite symbiose avec les acteurs avec lesquels on travaille, que ce soit artistique ou les acteurs de comédiens. Voilà. Oui, et puis combien de... Pour voilà, les quelques succès, enfin on a eu plusieurs succès, mais combien de spectacles aussi n'ont pas eu le succès qu'ils méritaient et que nous on y laisse des billes à chaque fois, tu vois. Donc les gens ne voient à la surface que ceux qui ont eu les Molières, qui marchent très fort, mais on en a fait aussi, nous, des spectacles qui auraient mérité d'ailleurs d'avoir du succès, qui n'en ont pas eu pour diverses raisons, mais à chaque fois c'est beaucoup d'argent qui est investi et qui est perdu. Donc voilà, donc on prend énormément de risques à choisir tous ces textes-là et pour savoir qu'il y en a pas, enfin tous ne seront pas des heureux élus comme Turing ou Oublie-moi, quoi. Et puis c'est vrai que ce qui est important et de bien comprendre, c'est que on fait pas mal de productions, mais que quand on va avoir un gros succès, par exemple Oublie-moi, ça a été un gros succès, on a eu nos 4 Molières, je parle du dernier, du vrai gros dernier succès. Pour une production d'Oublie-moi, cette production va nous permettre de continuer, c'est un cercle vertueux, de continuer l'aventure derrière et de remettre, de créer de nouveaux spectacles. Mais en fait, tout ça s'équilibre. Et c'est vrai que parfois, on peut avoir cette image en disant « Ouais, les producteurs, là, ils ont un gros succès, ils gagnent plein d'argent. » Mais c'est vachement important de comprendre que cet argent, il est réinvesti dans les autres productions. Et en fait, chaque année, on va avoir des productions qui vont faire ça et d'autres qui vont faire ça. Et en fait, tout s'équilibre. Et tout notre... alors, on essaye évidemment avec les années de ne faire que des productions qui sont que des succès, mais si on avait la recette tout le temps, ça serait merveilleux, mais voilà. Mais on est vraiment dans cet équilibre permanent dans le théâtre. On n'est pas dans une économie qui est une économie où on gagnerait plein d'argent. C'est pas le cas. C'est réinvesti tout le temps dans des nouveaux spectacles. Vraiment. Très bien. Alors, avant de vous laisser, une petite question, après on fait ce qu'on appelle la petite série questions fun. Vous avez des enfants, est-ce que vous les encouragerez de faire ce métier, cette vie, en sachant qu'est-ce que c'est? Là, on n'a pas le même point de vue. Voilà, donc allez, lancez-vous. Je te laisse commencer. Voilà. En premier, on ne va pas le montrer à vos enfants. Alors, tu sais quoi? Si mes enfants me disaient je veux être comédien ou comédienne, parce que j'ai un garçon et une fille, je pense que ça me ferait un peu chier, parce que je trouve que c'est un métier tellement difficile et on traverse tellement de questionnements intérieurs, des tempêtes, je trouve qu'il faut être tellement solide qu'en fait ça me ferait vraiment mais extrêmement peur pour eux qui traversent cette route si compliquée et si difficile. Voilà, c'est surtout ça. Après, je les empêcherai jamais, mais je voudrais ressentir qu'ils ont vraiment une flamme à l'intérieur et pas que ce soit, tu vois, mes parents font du théâtre, je vais essayer de faire du théâtre, etc. Je veux pas que ce soit ça. S'ils y vont à 10 000 % et je dois sentir qu'il y a une putain de flamme à l'intérieur. Mais je t'avoue que s'ils me disaient ça, j'aurais vraiment peur pour eux. Je me ferais du souci. Mais ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Voilà. On l'a compris, voilà. Ouais. Alors moi c'est l'inverse. Je suis d'accord avec Fleur sur le fait que s'ils veulent le faire, il faut vraiment que ce soit quelque chose d'une vraie envie de fond. Moi c'est l'inverse. Moi j'aurais adoré que mes enfants fassent ça, mais en fait j'en ai aucun des trois, je pense, qui n'a envie de faire ça. Donc voilà, et au contraire c'est plutôt non, ils adorent le théâtre, ils adorent y venir, ils adorent le voir, etc. Mais
ils ont envie de faire autre chose et en même temps c'est très bien comme ça, mais moi je regrette parce que j'aurais bien aimé qu'il y en ait un des trois qui me dise ah moi j'ai envie d'être comédien ou j'ai envie d'être metteur en scène ou j'ai envie d'être non, metteur en scène, voilà. moi je suis d'accord. Mais non, pour l'instant c'est pas le cas. Ok. Alors, donc, on a préparé quelques petites séances de petites questions et vous pouvez répondre à votre guise. C'est, comme j'ai dit, des petites questions tac à tac. Tac au tac. On fait une. Voilà, oui, une question, mais c'est là, vous répondez les deux, différents. Ah, d'accord. Ok. Ah oui, Donc, on répond chacun aux questions. Oui, voilà. Si c'était une chanson, vous serez quoi? Si c'était une chanson. En tant que quoi? Oui, en tant que quoi? Si je dis si vous étiez un comédien, vous serez qui? Si vous étiez une chanson, ce serait quoi? Si c'était votre chanson préférée, par exemple, quelle chanson vous aimez? Qu'est-ce que vous... Ah là là, une chanson qui nous incarnerait de nous, chacun Non, personnellement. juste pour voir, si c'était une musique, on dit souvent, on connaît des gens par rapport à la musique ou la nourriture qu'ils mangent. Moi j'ai la réponse. Voilà. Toi, c'est quoi la musique? Moi, une chanson de Michael Jackson. C'est quelle? The Man in the Mirror. The Man in the... In the Mirror. In the Mirror. Mm. Ok. Pourquoi? Parce qu'elle m'a toujours bouleversé et que j'adore Michael Jackson. Alors, je sais qu'il y a la personne, j'adore la musique de Michael Jackson. Ouais. Mais c'est une chanson qui remue des choses en moi et qui me donne envie d'être un homme meilleur. Ok. Fleur. Oh là là, alors si je vais pas te donner une chanson, je vais te dire Clair de Lune. Oui. Et parce que pour moi, dans cette musique, en fait, toute la vie est résumée. Voilà, c'est Clair de Lune. Je veux qu'à mon enterrement, il y ait Clair de Lune. Allez, je vais réclamer à mon on prend mari, note. À mon enterrement, je veux Clair de Lune. Tu vas dire à tes enfants qui sont des comédiens, s'il te plaît, maintenant, tu vas me faire Clair de Lune. Je trouve ça tellement merveilleux. Voilà. Alors, spectacle, si je vous dis un spectacle qui vous a marqué. Tellement. Ah là là, je pense que... Alors moi, je vais... Est-ce que c'est la première de votre vie? Qu'est-ce que c'est, tu vois, quelque chose qui vous en fait vibrer? Même si c'est récemment ou passé Par exemple, moi, quand on m'a dit... Moi, ce qui m'a marqué, c'était Billy Elliot que j'ai vu à Londres. J'ai vu, pourquoi? Parce que j'ai vu à tel point toutes ces générations sur scène et je senti plus intelligent et rempli, élevé. Et c'était juste une histoire forte avec une performance extraordinaire. Donc, tu vois, donc ça m'a resté avec moi. Ok. Donc, alors, ouais, ben moi, tu vois, tu t'évoques la comédie musicale. Moi, c'est vraiment mon premier amour, la comédie musicale. Et je pense que ce qui m'a donné vraiment envie de faire tout ça, c'est Les Misérables. D'accord. Œuvre que Thibaut, c'est vraiment pas son truc. C'est génial, c'est bien. Vous entendez bien dans le boulot, je crois. Les Misérables, c'est Et tu l'as vu à Londres? J'ai vu petite. En France ou à Londres? Eh bien, je l'ai vu à Londres. En fait, je l'ai vu dans plein de versions différentes. Mais la première que j'ai vue, je me demande si c'était même pas la française, en fait. Il y a très, très, très longtemps. Et je pense que c'est ce qui m'a donné... ça m'a transporté et ça m'a donné envie de faire de la comédie musicale. Et ça m'a vraiment permis d'aimer ce métier. Ouais. Bon. Oui, juste pour préciser, j'adore la comédie musicale. C'est juste les Misérables. Parce que j'adore voilà. encore plus les textes et que je trouve que le texte des Misérables est un peu malmené dans cette comédie musicale. Non, c'est très difficile. En fait, j'ai pas envie de répondre en tant que justement un spectacle qui m'a... Pardon, c'est pas du tout pour faire de la flatterie, mais en fait, à chaque fois, moi, je pense au Cavalier. Parce que c'est... bien sûr, il y a plein d'autres spectacles qui m'ont procuré des émotions fortes, etc. Mais Les Cavaliers, c'est le premier... J'ai l'impression que c'est notre première production qui, en plus, a commencé comme ça, avec tellement peu de monde dans la salle. Et, Deux. Voilà. Vous avez ouvert votre salle à Avignon, premier spectacle, 2 personnes, les 2 qui allaient tracter en plus. Non, et puis ça faisait déjà un bout de temps qu'on travaillait ensemble, on avait connu des moments difficiles et tout ça. Et ce spectacle était merveilleux, je sais pas, je l'ai vu une quinzaine de fois. Et de me dire voilà, que de notre union à tous les 3, il y a un truc comme ça qui est né, qui a grandi, qui ensuite a obtenu Molière, machin, etc. On l'a fait après avec d'autres spectacles, mais celui-là c'était le premier.
Donc, ouais, c'est celui-là qui me marque. Ouais. Attends, je peux lui poser une mini-question. Et le premier spectacle de théâtre, parce que moi je le prenais comme ça, Ah oui. qui t'a marqué, qui t'a vraiment interpellé, et où tu t'es dit, ça t'a parlé en fait, ça a résonné en toi. C'est lequel, le premier? Ah là, je sais. Comme ça. Ne lui mets pas la pression. Ouais, non, alors, non, mais il y en a plusieurs. Je sais que j'avais adoré voir Jean Marais sur scène au théâtre du Rond-Point à l'époque. Voilà, C'est là qu'il y a notre différence d'âge qui joue beaucoup. On a 2 ans d'écart. 2 ans et demi. 2 ans et demi. Non, en tout cas, oui. Attends, c'était quoi Jean Marais? C'était sur quoi? Bah, tu vois, en plus, je sais même plus. Je revois Jean Marais. C'était pas Marais Cocteau? Non, Cocteau Marais, pardon. non, il était très vieux. Il jouait avec Francis Huster. Et c'était. Oh, mais tu vois, j'ai un trou. Mais, ouais, tout à l'heure, ça va venir peut-être dans les autres questions. Alors, un sportif. Pardon, Si tu étais un sportif. Je sais pas, je dirais. Raphaël Nadal. Nadal? Ouais. Tennis, oui. Ouais. Tu joues le tennis? Non. Donc c'est le bonhomme que tu aimes. Mais je le trouve. Okay. Le mec, il a tracé sa route, chapeau quoi. Ok, ça te parle ça? Ouais. Et pour toi? Alors moi, c'est aussi dans le tennis, moi c'est Djokovic. Djokovic. Ouais, parce que je le trouve extrêmement intelligent, extrêmement avec une rigueur dans son travail. J'adore Federer aussi. Il est plus talentueux, un vrai artiste du tennis, mais Djokovic, j'aime sa capacité à se remettre en question, son envie de combattre tout le temps, de jamais rien lâcher. Et j'aimerais avoir cette force-là, tu vois, tout le temps qu'il peut avoir. Et en plus, il y a un sens d'humour derrière. En plus. Et en plus, un sens d'humour. Ah, très, très bien. Un auteur. Livre, pièce. Celui ou elle qui vous fait vibrer, qui vous touche, qui est intéressant. Moi, je dirais Zweig. Stefan Zweig. Ouais. Pour le parcours, pour l'écriture. Pour l'écriture, et je pense que c'est au niveau de la lecture, avant Agatha Christie, dans mes premiers, c'était mes premières lectures, je pense que c'est ce qui a le plus résonné en moi sur tout ce qu'il a écrit. Et je pense que c'est celui que j'ai le plus lu. Toi qui lis, qui écris. Bah non, mais je vais encore aller, ça fait un peu redondant, mais moi l'auteur qui m'a toujours guidé depuis longtemps, c'est Kessel. Voilà. Ouais. Alors bien sûr, il y en a plein d'autres que j'adore, mais c'est vrai que Kessel, je l'ai lu quand j'étais ado, je l'ai lu quand j'étais jeune homme, on a vécu Les Cavaliers, il y a eu Kessel de Franck Desmet. Quand tu m'as offert le livre des Cavaliers, tu as dit Eric, c'est mon livre préféré. Tout à fait. Voilà. Ouais. Donc très bien. Et ce que j'aime dans Kessel, il y a des plus grands auteurs en termes de style, etc. Mais Kessel, il nous fait voyager, il nous apprend cette amitié forte entre des personnes, et il nous apprend à nous dépasser, à être courageux, à aller au-delà de ce qu'on peut être, quoi, voilà. Et effectivement, j'ai quasiment tout lu de lui, donc je suis obligé de citer Kessel, même s'il y a d'autres auteurs aussi que je trouve extraordinaires. Oui, mais fantastique. Et comme je dis, tu écris aussi, et donc, parce que tu as la plume mais aussi. mieux que Kessel. Non, Oui, bien sûr. Mais on concentre sur le producteur, directeur pour l'instant. J'arrive pas Mais vous n'allez pas vous mettre d'accord sur ce point-là. Okay. Animal, quel animal tu aimerais être? Un cheval. Un cheval. D'accord. Qu'est-ce qui te fait le cheval? Pourquoi? Parce que j'ai fait de l'équitation pendant très longtemps et que je suis en connexion avec les chevaux. Quelle puissance, c'est un animal incroyable. Voilà. Et Thibaut? Moi, je dirais plus une panthère noire. Ou la panthère rose, non, je sais pas. Mais c'est plus celle que j'aime, mais je sais pas, ou la panthère rose. C'est pas mal, la panthère rose. Oui, c'est un joli c'est pas mal, la panthère contraste. rose, ça me va bien. Ok, on garde panthère rose, c'est bien. Alors, un plat. Tu as mangé, cuisiné? Oui. Oui, un tagine de poulet au citron confit. D'accord. Ouais. Le voyage. Ouais. Ouais. Bah en fait, j'allais te dire un peu la même chose. Parce que ok. moi aussi, j'adore ça, mais alors parce que tagine de poulet au citron confit, j'adore.
Mais sinon aussi tout ce qui est wok, voilà. D'accord. Les plats asiatiques. Voilà. Ok, Je suis pas du tout plat français. Ok, vous êtes des voyageurs exotiques là-dessus. Moi, je pensais que tu allais répondre une épaule d'agneau ou un truc. Ah non. Ah, oui. Ah, et vous allez encore vous découvrir entre une boisson. Moi, le lait de coco. Lait de coco. Ah, c'est moche. Je suis un caucaseur. C'est bien, ça va bien avec le tagine. Hein? Ah ouais, c'est bien. Si vous étiez un arbre. Un chêne. Un chêne. Ouais. Oui. Ouais. Moi, un saule pleureur. Ah, ok. Ah, Ouais. deux styles différents. Ouais. Deux... Un chêne, ça abrite une vie de dingue, les chênes. Ouais. Ouais. Le saule pleureur, parce que ça codait de l'eau. À côté de l'eau, ça prend, enfin c'est C'est une note esthétique. C'est joli, j'aime bien ce C'est un mouvement. Ouais. Oui. Oui, joli. Et à côté de l'eau, ça me plaît bien. Intéressant comment, juste à travers deux plantes, on voit que vous entendez pas bien sur les boissons. Et pour finir, si vous étiez une région ou une ville. Moi, Paris. Paris. Ouais, Paris, c'est ma ville, c'est la ville la plus belle du monde. J'adore Istanbul, j'adore Rome, mais Paris, pour l'instant, on a la chance d'avoir cette activité culturelle qui est absolument fantastique et j'espère que les prochains gouvernements ne vont pas nous empêcher d'être ce qu'on est. Mais même si c'était ça, on serait résistant et puis Paris a connu des heures sombres et quoi qu'il arrive, Paris est toujours Paris. Ouais. Moi, je dirais pareil. Moi, je suis chez moi à Paris. Je crois que... Ouf, donc vous Ouais. entendez, on voit que là, vous... pour le coup, ouais, vraiment. Parisienne jusqu'au bout des ongles. Eh bien, Fleur Thibault, c'était top, merci. Merci à toi. Eric. Merci. Cool. Yes. Hello.